Et la conclusion de l'exposition, c'est une salle sur la peinture d'histoire. Alors la peinture d'histoire, contradiction et compromis. Et alors comme j'ai évoqué précédemment cette idée que bon, il y a un débat là-dessus, est-ce qu'il y a une peinture d'histoire ou pas? Je vous ai montré en préambule qu'il y en avait une, et eux ils essaient de montrer qu'il y en a pas vraiment, enfin que c'est une fausse peinture d'histoire, parce que je pense qu'en effet ils sont basés sur le modèle à la française. Donc ça commence par, vous voyez, des aquarelles de Blake. Et puis alors quand même chose bizarre, dans cette dernière salle, si vous regardez le pan de mur sur la droite, on parle de peinture d'histoire, vous avez un portrait d'artiste qui arrive pas à faire un tableau d'histoire. Et puis surtout là, vous avez des aquarelles. Alors là, c'est quand même dingue, parce que vous dites, c'est une salle sur la peinture historique. Donc je le rappelle, c'est quoi la peinture d'histoire? C'est les événements historiques, anciens ou récents. C'est la peinture religieuse, la Bible, ou la peinture littéraire ou mythologique. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les aquarelles de Turner. Regardez le titre de cette aquarelle, Chamonix, c'est le Mont Blanc depuis les versants de Montanvert. Mais on se dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là quand même? Pourquoi? Parce qu'a priori, ils n'avaient pas la place de la mettre dans la salle des aquarelles. Vous êtes frustrés, et à la fin, alors du coup, vous terminez sur la peinture d'histoire, ils ont collé les aquarelles qui n'ont rien à faire là. Donc je veux dire, scientifiquement, enfin l'accrochage, c'est nul quoi. Vraiment, c'est nul. Alors après, il y a William Blake qui est présent. Indispensable, William Blake. C'est un immense nom de l'art anglais. En général, il se trouve qu'il a une exposition actuellement à Londres, donc du coup, ils n'ont pas pu prêter forcément les plus belles planches. Pas de bol. Bon, ça, c'est pas venu, mais voici Nabucodonosor, façon William Blake. Nabucodonosor, personnage biblique aussi, hein. Donc en effet, si Blake est ici, c'est parce que il illustre la Bible, donc il est dans l'héritage de la peinture d'histoire. Mais au lieu de faire des tableaux bibliques de 3 mètres de large, il en fait des petites aquarelles. Là aussi, on pourrait rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi Blake fait de l'aquarelle? Peut-être parce que ça se vend mieux. Blake, c'est quelqu'un qui a quand même tiré la langue économiquement jusqu'au bout. Faut dire que c'était un artiste complètement un petit peu barjot, comme on dirait aujourd'hui. Alors, il a passé son temps à réécrire la Bible, à faire des... Mais c'est un génie. Et il est représenté par 3 petits dessins. On se dit quand même, c'est un peu pauvre. À côté de ça, il y a un Turner sur le côté, là. Et alors, ce que je trouve quand même embêtant, c'est de nous dire, et notamment, donc je reviens à Corinne Rondeau dans l'émission de France Culture. Elle dit quand même dans l'émission, on est des latins et on a une vraie culture picturale. Les Anglais, c'est quand même une société mercantile qui se met en place. C'est le philistinisme absolu qui se passe. Ce qui manque à la peinture anglaise, c'est la religion, parce que c'est aussi la mise en place du tableau d'histoire. Donc quand le tableau d'histoire, ça devient la catastrophe, c'est aussi leur manière de représenter quelque chose d'une antiquité qu'ils n'ont pas eu. Vous comprenez a priori pas grand-chose. Je suis pas sûr qu'elle comprenne ce qu'elle dit, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle veut dire, c'est qu'en gros, les Anglais ont pas eu de peinture d'histoire parce que c'est un peuple mercantile, voilà. Alors qu'en France, nous, on a eu de la grande peinture d'histoire. Bon, et puis chez eux, chez les Anglais, la peinture d'histoire, ça se termine par des scènes du péplum. En gros, c'est ça leur idée. Et ils étaient tous les trois d'accord hein, dans la dispute de France Culture pour dire, ouais, en fait, les Anglais, ils font du bling bling, ils font du Hollywood, quoi. Par exemple, c'est vrai, Turner, quand il fait ce tableau qui est pas venu, qui a la tête britaine là aussi, qui représente le déluge, eh bien il met en scène tout ça avec des effets d'atmosphère, des effets de lumière, et c'est vrai que ça plaisait au public anglais, parce que le public anglais devant ces grands tableaux, vous voyez, il était ému, il voyait des choses, il trouvait ça incroyable, comme plein de gens rêvaient devant les péplums d'Hollywood. Alors le problème c'est que là, donc Catherine Rondeau nous dit ouais mais vous voyez en fait eux ils sont pas, c'est pas une école de peinture, c'est pas des vrais peintres, parce que en gros quand ils font de la peinture d'histoire, ils font du catastrophisme. Ce qui suivra cette période, donc jusqu'à Turner, c'est le pré-raphaélisme, c'est-à-dire la manière dont ils vont ressaisir leur propre histoire qui leur manquait. En fait, moi je tombe sur les fesses quand j'entends ça. C'est du n'importe quoi. Mais du n'importe quoi. Historiquement, c'est n'importe quoi. Bon, passons là-dessus. Je termine juste sur ce que je trouve quand même intéressant dans la dernière salle. C'est le fait qu'ils mettent en avant les sujets littéraires. C'est vrai que c'est très, très, très important parce que pensez à ce que ça sera pour l'école française. Delacroix, il a illustré que des sujets littéraires. Sardanapale, c'est une pièce de Byron. Et j'en prendrai plein d'autres. Il a passé son temps à illustrer Byron. L'idée, en fait, majeure du romantisme pictural, et si on prend l'exemple français, c'est que pour rénover la peinture d'histoire, on va aller chercher une littérature qu'on a dite moderne. Shakespeare, Hamlet, ouais. Delacroix fait une série sur Hamlet. Il illustre, il en fait des tableaux. Mais ça commence où, ça? Mais ça commence en Angleterre avec Fuseli, qui va faire une galerie sur Shakespeare. Ça se vendait tellement bien, ces tableaux sur Shakespeare, qu'il en a fait une galerie. Et ça se vendait comme des petits pains, il a illustré tout Shakespeare. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de peinture d'histoire, c'est qu'au contraire, ils l'ont rénové avant nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et on a quand même des gens qui, encore une fois, sur une émission comme France Culture, nous sortent des contre-vérités monumentales, qui sont des erreurs par rapport à l'histoire de l'art, et qui sont graves. Parce que du coup, les gens qui écoutent France Culture et qui vont à l'expo, ils disent, ah bah c'est nul, en plus France Culture l'a dit, et en plus les Anglais, c'est pas une école de peinture, et en plus ils ont rien inventé. Mais si, c'est le contraire, ils ont tout inventé avant nous.
Et tout avant nous. Je parle sur cette période, sur le romantisme, et c'est ça qui est dingue. Je prends juste quelques exemples. Toujours des tableaux de la tête qui ne sont pas venus. Alors le problème est là aussi. Pourquoi ils n'ont pas fait venir des choses comme ça? Un tableau qui s'appelle Le Prisonnier, qui est d'après Stern. C'est-à-dire qu'en fait, ces artistes anglais, ils se sont inspirés de leur littérature à eux. Bien avant nous, en fait. Plutôt que d'être restés dans Homère, comme l'ont fait tous les néoclassiques, en effet, jusqu'à David, et parfois après. Donc, voilà, Le Prisonnier, ici. Donc, d'après un poème de Stern. Ici, sublime tableau de Turner. Pour moi, c'est un des plus beaux de Turner, qui est aussi à la tête britaine, qui aurait pu venir, mais il n'a pas été prêté. Et ça illustre Le Marchand de Venise, de Shakespeare. Et c'est Jessica qui est à sa fenêtre. C'est un tableau, en fait, vous avez l'impression de voir de l'or quand vous tombez dessus. C'est un sublime portrait. Ça, évidemment, ça manque à la fin. Alors, ils ont mis un Turner, bon, qui est pas super. Un autre artiste qui a illustré Shakespeare, c'est James Barrie, complètement absent dans l'expo. Je trouve ça dommage parce que c'est un peintre néoclassique qui a fait beaucoup de peintures d'histoire. Ils nous disent d'ailleurs dans le cartel, alors je sais plus si c'est le texte ou le cartel d'explication de la salle, ils n'ont pas eu accès à l'Antiquité. Je crois que c'est dans le petit prospectus. Ils disent notamment avec la fermeture du blocus imposé par Napoléon, les Anglais n'ont pas pu aller retourner en Italie voir les antiques, mais des antiques ils en avaient plein chez eux. Ils ont passé tout le XVIIIe siècle à en acheter des statues antiques. Donc il y en avait dans les châteaux, ça se voyait. James Barrie, il a fait une œuvre qui existe Shakespeare. Il a fait un Mercure à droite et il a fait des nymphes grecques. Donc le néoclassicisme, il existait en Angleterre. Hein. Et bien avant nous aussi, dans les années 1730. Là, je vous renvoie à cette exposition majeure, L'Antiquité rêvée au Louvre, qui faisait le panorama du néoclassicisme européen et qui prouvait que les premiers néoclassiques en peinture comme en sculpture, c'était les Anglais, mais vers 1730, c'est-à-dire avant Reynolds. Donc en fait, si on regarde la peinture anglaise, soit en effet c'est des gens qui une école de peinture qu'il faut pas regarder, mais quand on s'intéresse à eux, on s'aperçoit tout simplement qu'ils ont un peu fait les choses avant nous. Et ces sujets industriels que vous voyez là, la forge. Alors évidemment, ça c'est une merveille de la tête britaine. C'est un des chefs-d'œuvre de la peinture anglaise. Lui, il est pas venu. Mais le problème, c'est que si on nous propose pas de voir ça, on comprend pas non plus ce qu'a été aussi toute l'innovation. Ce tableau, il s'appelle Une forge. C'est le premier tableau finalement qui illustre l'histoire industrielle. C'est le premier tableau d'industrie, c'est 1772. Vous imaginez Courbet qui va nous montrer des ouvriers, des gens au travail, mais ça sera presque 100 ans plus tard en France. On est en 1772. Alors le problème, c'est qu'évidemment, quand vous voyez l'exposition du Luxembourg, vous passez à côté de ce tableau, il n'est pas venu. Et vous dites, les Anglais, ils font de la catastrophe, ils font des péplums en peinture. Non seulement c'est un tableau exceptionnel de dextérité, mais c'est un tableau qui est une œuvre majeure de l'histoire de l'art européen. Pas seulement pas seulement anglais. Et pour terminer, et puis on va conclure avec mon invité, mais le Turner ici avec une tempête de neige qui vous montre Hannibal franchissant les Alpes. Mais ça aussi c'est de la peinture d'histoire et c'est une façon de la rénover. C'est un tableau de 1812. C'est contemporain des premières toiles de Géricault. Pourquoi ça renouvelle la peinture d'histoire? Parce que c'est moitié un paysage, moitié une scène historique dans la partie qu'elle a. Donc là aussi, on va nous dire, oui, mais il faut de la catastrophe. Alors c'est vrai, par exemple ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est le naufrage, tableau de 1805. Voilà. Turner fait une grande toile. Et le sujet c'est quoi? Ça s'appelle le naufrage. L'année c'est quoi? C'est 1805. 14 ans après à Paris, il y a un certain Géricault qui fera un tableau qui s'appelle Le radeau de la Méduse. C'est quoi le sujet? C'est un naufrage. C'est une grande toile. Donc ça, c'est de la peinture d'histoire, c'est pas que du paysage. Et c'est là où Turner est fondamental. Et c'est pour ça qu'il fascinait les gens. Il faisait pas juste du paysage avec un coucher de soleil. Non. Il vous montre des événements contemporains. Et l'Angleterre, ça résonne pour les Anglais de voir des gens qui sont en train de mourir sur un bateau ou qui résistent. Et alors, au final, ils ont mis quoi? Ils ont mis un Turner, la destruction de Sodome. Bon, en effet, c'est de la peinture d'histoire, puisque c'est un sujet biblique. Histoire ancienne, c'est vrai. Alors, le problème de Corinne Rondeau, c'est qu'elle est omnibulée par l'idée, si vous voulez, que pour elle, la peinture religieuse, c'est Jésus-Christ, c'est le Nouveau Testament. Évidemment, dans la culture anglaise, on va pas représenter le Nouveau Testament, mais il y a de la peinture biblique, ils représentent l'Ancien Testament, et c'est eux qui la renouvellent mieux. Et puis ça se termine par ce tableau qui est là, qui est un tableau de John Martin. Alors on aime ou on n'aime pas John Martin. À France Culture, ils aiment pas. Christophe Rioux, voilà ce qu'il dit sur le tableau final d'exposition. On a l'impression d'entrer dans un film catastrophe. Alors c'est peut-être une forme du génie anglais de nous surprendre à la dernière minute. On le verra pour un match prochainement. Il parle du match de rugby qui a été annulé là. Hein. C'est France Culture, hein. Effectivement, je ne suis pas sûr que ça favorise un sentiment d'anglomanie, cette exposition, notamment par quelques-unes des toiles qui sont présentées. Et ils sont en train de se bedonner en disant, c'est vraiment nul. Alors, je rappelle juste qu'il est Christophe Rioux, diplômé d'école supérieure de commerce de Paris, du CELSA de Paris-Sorbonne, l'école des hautes études et en sciences sociales, super. Christophe Rioux est écrivain, journaliste et économiste. Après, ce monsieur, il connaît rien de la peinture.
C'est ça le problème. Et moi, ça me gêne beaucoup, si vous voulez, qu'à France Culture, il y ait quelqu'un qui descend l'exposition du musée du Luxembourg en disant que la peinture anglaise est nulle, alors qu'a priori, il connaît rien à la peinture. Et ça, moi, ça me choque, en fait. Parce que je trouve pas l'exposition bien, et vous allez voir mes notes, elles sont pas bonnes. Mais le problème, c'est que je crois qu'elle est pas bien pour des raisons, en fait, qui sont liées à l'organisation et au prêt qu'ils ont eu. Mais en revanche, la peinture anglaise, c'est fantastique, et j'espère que ça vous donne envie, ce qu'on a fait ensemble avec Pierre, de vous intéresser à elle, et puis d'un jour voir mieux que l'exposition du Luxembourg. John Martin, et la dernière salle, John Martin, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, vous? Alors, juste un mot pour dire que je suis tout à fait d'accord avec vous dans votre analyse en général, et sur le fait que les Anglais, vous avez dit, ils ont tout inventé. Je crois que c'est vraiment, il y a eu un grand tournant qui s'est passé à ce moment-là et que on n'a pas bien compris, notamment les gens de France Culture dont vous parlez. Alors, dans cette salle, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça donne un petit aperçu sur le fait qu'il y a des personnalités, des types étranges qui sont juste comme ça picorés, comme Fuseli, qui a une œuvre immense et très bizarre. Vous voyez, William Blake aussi, c'est un type très bizarre, un peu dérangé peut-être aussi. Et, vous voyez, ce genre de personnalités se rapprochent plus de l'ermite au fond que du peintre commercial. Hein. Et il y en avait comme ça une série en Angleterre, ça c'est très intéressant. Alors, John Martin, c'était le peintre préféré de Victor Hugo. Et alors, c'est vrai qu'il donne un peu dans le sensationnel. Pourquoi pas, hein. Moi, je suis pas contre le sensationnel. La seule chose, c'est que je trouve que sa peinture est un peu pauvre. Il y a un tableau de Turner qui est aussi sur un truc sensationnel. Et on peut comparer les deux. Et celui-là, si vous approchez, vous verrez qu'il est magnifique sur le plan de la texture, alors que le John Martin, il est sensationnel, c'est son choix. C'est un peu, on n'est pas forcément sensible à ça maintenant qu'on a vu des tas de choses et que tous les jours il y a des catastrophes extraordinaires dans les journaux. Mais je trouve que sa picturalité est un peu faible à John Martin. Voilà, c'est plutôt ça que je lui ferais comme reproche. Oui, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas osé l'accrochage à côté. Ils les ont mis parce que c'est vrai que la comparaison est. Mais bon, moi j'adore John Martin. Je trouve les adolescents aussi, parce que là quand j'y suis allé, il y avait 4 ados. Alors ils étaient tous pamoisons. Je rigole pas. Ils étaient devant. Ils disaient t'as vu, c'est génial. Et parce que ils avaient en fait un quiz pour on leur demandait quelles étaient leurs toiles préférées. Les 4 ados qui étaient dans l'expo, leur toile préférée c'est celle de John Martin. Et finalement, si moins ça fait venir des gens dans des expos, c'est pas tout sensationnel. C'est très bien qu'il puisse y avoir un peu de voyeurisme, c'est ce qui nourrit une partie de la BD, etc. Il faut pas se refuser ce genre de plaisir. Hein. Bien sûr, et puis il a eu une place essentielle, et je rappelle qu'il a eu une immense exposition à Londres il y a quelques temps, vous trouverez forcément des informations sur lui, en français il n'y a pas grand chose. Allez, Frédéric Bonnet, qu'est-ce qu'il a dit lui donc c'est un spécialiste architecte et urbaniste, et dans la dispute il a dit « J'ai été sidéré par l'innocuité intégrale du propos ». C'est sur le site de France Culture, j'invente rien. Innocuité intégrale du propos. Alors j'ai cherché innocuité, ce que je comprenais pas. Ça se dit d'un vaccin qui fait pas de mal. Donc je sais pas. C'est le site, hein. Nous sommes accueillis par plusieurs beaux tableaux. S'ensuit une succession de salles pastel. Sick, hein. De salles pastel, où l'on étale tous les types de peintures anglaises sur un siècle. Peut-être qu'il se relie pas, ou quelqu'un écrit pour lui, je sais pas. On commence à vous étaler sur une tartine tous les genres d'histoire de la peinture. C'est pas vrai. Chose à signaler, et j'en ai pas la réponse, mais la nature morte n'est pas là. Et ils font pas de nature morte, les Anglais. Chardin, chez nous, on en a fait beaucoup, vous voyez. Donc, c'est vrai, on n'est pas pareil avec la peinture anglaise. C'est ce qui la rend si fascinante. Quid de l'ouverture du portrait vers une classe moyenne qui se produit en même temps que ça? Il n'y a pas un tableau d'Hogarth dans cette exposition. On n'a plus qu'à aller se coucher après ça. Voilà. Alors, on va juste lui rappeler qu'en fait, le but de l'expo, c'est de Reynolds à Turner, et que Hogarth, c'est juste avant. C'est normal qu'il y soit pas. Moi, j'ai écouté ça avant de me coucher, je vous en jure, je vous promets, j'en ai mal dormi tellement j'étais atterré. On va arrêter là-dessus, je donne mes notes. Alors, elles sont sévères, c'est vrai. J'ai mis, sur la pertinence et qualité scientifique, j'ai mis 9. La scénographie, j'ai mis 8, et c'est ce qui baisse beaucoup la note. Mais je trouve que c'est pas normal que dans une exposition comme ça, il y a des tableaux avec des gros flashs. Il y a surtout des œuvres qui sont intéressantes. L'éclairage n'est pas bon, faut le dire. Personne n'en parle, nulle part, mais l'éclairage est pas bon, quoi. Et on voit mal les œuvres, c'est grave. La qualité des œuvres, j'ai mis 9. C'est peut-être un peu dur parce qu'il y a quand même de très belles toiles, mais je trouve que par rapport, pour bien connaître la tête britaine, par rapport à ce qu'ils pouvaient faire venir, et du coup je trouve qu'il y a des gens qui vont être déçus de la peinture anglaise à cause de cette sélection un peu à minima. Accessibilité 12, je signale dans l'expo, chaque œuvre a un cartel avec explication du peintre et ainsi de suite. Du coup c'est quand même d'une bonne richesse, et on peut lire plein de choses, on peut apprendre plein de choses sur la peinture anglaise quand on y va. Ça donne une note globale de 9,5, c'est juste en dessous de la moyenne. Bon, c'est un peu sec.
correct, mais moi je suis comme ça, je donne pas des notes, je mets pas des 5 étoiles quand je trouve que ça mérite pas. Je pense quand même que c'est une exposition à voir, en tout cas pour la découverte et pour l'envie qu'elle donne. Pierre, vous mettrez combien une note comme ça sur l'exposition? Moi j'étais quand même intéressé par le fait qu'on voit des peintures de cette époque, hein, mais sur l'exposition elle-même, je trouvais qu'elle mettait pas assez l'accent sur ce qu'il y avait le plus original dans cette époque, c'est-à-dire l'aquarelle et peut-être la période de la maturité de la peinture anglaise avec Romney et Reburn. Donc une petite moyenne. Oui, enfin bon, c'est quand même bien d'avoir des tableaux de cette époque, hein, et d'anglais. Hein, donc c'est peut-être que l'exposition, elle est pas effectivement, tout ce que vous dites est parfaitement juste, mais quand même c'est une chance de voir ces tableaux à Paris.